Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Élise Batzelet, je suis chargée de cours au sein du service d'orthopédagogie clinique de l'Université de Mons. Et aujourd'hui, je vais vous parler des enjeux et défis dans l'accompagnement des patients avec déficience intellectuelle dans les soins de santé dits ordinaires. Pour commencer cette présentation, nous allons nous centrer sur la santé et sur les différentes conventions et législations qui indiquent que les personnes en situation de déficience intellectuelle doivent être incluses dans les soins de santé et qu'elles doivent jouir du meilleur accès possible aux soins de santé. Nous nous pencherons ensuite sur la question du consentement. Nous verrons quels sont les obstacles et les ressources qui peuvent permettre ou non d'obtenir le consentement éclairé des personnes directement concernées. Et nous terminerons par vous solliciter pour répondre à une enquête en ligne actuellement menée par notre service qui nous éclairera sur les pratiques de santé dans les milieux dits ordinaires pour l'accompagnement de publics vulnérables. Il est communément admis que la santé représente un droit pour tous. Pour les personnes présentant une déficience intellectuelle, plusieurs conventions et législations permettent d'insister sur leur droit à accéder aux soins de santé de la même manière que les personnes qui ne présentent pas de situation de handicap. Nous pouvons à ce titre citer l'article 25 de la Convention des Nations Unies pour le droit des personnes handicapées, qui date de 2006 et qui a été ratifié par la Belgique en 2009. Cet article cite ainsi que les professionnels de la santé doivent dispenser aux personnes handicapées des soins de la même qualité que ceux dispensés aux autres. Et notamment, ils doivent obtenir le consentement libre et éclairé des personnes handicapées concernées. À cette fin, les États parties doivent mener des activités de formation et promouvoir des règles déontologiques pour les secteurs publics et privés de la santé, de façon, entre autres, à sensibiliser les professionnels aux droits de l'homme, à la dignité, à l'autonomie et aux besoins des personnes handicapées. On note également la modification de la Constitution belge en 2020 pour ajouter le droit à l'inclusion des personnes en situation de handicap et à la mise en place d'aménagements raisonnables. Un aménagement raisonnable est une mesure concrète permettant de neutraliser autant que possible les effets négatifs d'un environnement inadapté sur la participation d'une personne handicapée à la vie en société. Souvent aisé à mettre en œuvre et peu coûteux, ce type d'aménagement contribue à une société plus juste, tout en améliorant la qualité et l'attractivité des biens et services offerts à l'ensemble des citoyens. Ce type d'aménagement pourrait donc tout à fait avoir lieu et prendre place dans les systèmes de santé ordinaires. Et pourtant, les personnes avec déficience intellectuelle font l'objet d'inégalités dans les soins de santé et sont plus vulnérables aux déterminants sociaux de la santé encore à l'heure actuelle. Il est peut-être ici utile de rappeler brièvement la définition de la déficience intellectuelle, qui se caractérise par la conjonction d'un quotient intellectuel inférieur à 70 et de difficultés dans les capacités d'adaptation, comme les habiletés conceptuelles, pratiques et sociales. Et cela doit survenir durant la période développementale. En ce qui concerne les déterminants sociaux de la santé, l'Organisation mondiale de la santé les définit comme les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent, ainsi que les systèmes mis en place pour faire face à la maladie. Ces déterminants sociaux sont donc multiples, s'inscrivent dans tous les domaines de la vie quotidienne et s'articulent entre eux. Agir pour la santé engendre donc de multiples responsabilités à la fois individuelles, collectives et sociétales, dépassant largement le champ de la santé médicale ou comportementale. Il faut noter que les personnes avec déficience intellectuelle présentent davantage de risques de développer certaines pathologies, comme par exemple des fractures, du reflux, des troubles du sommeil, etc., et ont aussi de moins bons comportements de prévention et de promotion de la santé, comme l'hygiène dentaire ou le recours au dépistage. Cela est à la fois dû aux conséquences métaboliques de la déficience, mais également au manque d'accès aux soins de santé et de prévention. On peut donc dire qu'il s'agit d'une dynamique réelle entre les caractéristiques individuelles, par exemple métaboliques, et environnementales et sociales qui vont définir le recours aux soins de santé. Globalement, les obstacles à l'accès aux soins de santé peuvent être de différents ordres. Ils peuvent être à la fois cognitifs, par exemple les professionnels de la santé ne sont pas toujours formés à utiliser une communication adéquate avec les personnes en situation de déficience intellectuelle, mais ils peuvent être aussi logistiques, par exemple avoir un transport pour aller jusqu'aux soins de santé, ou que le professionnel de la santé puisse avoir un temps plus important pour mener sa consultation.
Et l'obstacle peut aussi être psycho-affectif, dans le sens où la personne avec déficience intellectuelle peut par exemple être anxieuse de voir un professionnel de la santé, ou ce professionnel peut aussi avoir une attitude négative envers la personne. Dans la pratique, une première étude de notre service concernant la représentation des médecins spécialistes quant à leur responsabilité de prodiguer des soins égaux aux personnes avec déficience intellectuelle a permis de montrer que ces professionnels sont peu accompagnés et peu formés pour la prise en charge de patients vulnérables, que ce soit sur le plan cognitif et ou psychosocial. Les représentations des médecins spécialisés inclus dans cette étude sont assez hétérogènes. Néanmoins, on a pu remarquer que le manque de formation apparaît nettement. De nombreuses difficultés sont également soulevées dans la pratique des consultations avec les personnes présentant une déficience intellectuelle. Notamment, les difficultés de communication sont à l'avant-plan. Comme nous le disions, les représentations des personnes avec déficience intellectuelle des médecins inclus dans cette étude sont hautement hétérogènes, mais indiquent cependant la volonté d'adapter leurs pratiques. Il subsiste de nombreuses questions chez les professionnels concernant leur rôle dans l'accompagnement des personnes avec déficience intellectuelle et l'engagement de leurs responsabilités tant professionnelles que légales dans ce contexte. La littérature disponible montre à quel point l'accueil de patients avec déficience intellectuelle dans les soins de santé généraux peut s'avérer complexe, tant de la perspective du patient que des professionnels de la santé. Parmi les points particulièrement sensibles se pose la question du consentement. Il s'agit en effet d'un point d'attention au cœur de l'enjeu d'une santé autodéterminée, c'est-à-dire qui soit inclusive, respectueuse de la dignité, des choix, des motivations et des valeurs de la personne. L'obtention du consentement éclairé représente donc un acte fondamental vers cette santé autodéterminée. Les obstacles à l'obtention du consentement éclairé doivent également être considérés comme résultant d'une dynamique entre des caractéristiques individuelles de la personne, mais aussi des phénomènes et caractéristiques sociales et environnementales. Citons donc à ce titre la littératie en santé, qui est le fait de pouvoir accéder au sens de l'information sur sa santé, mais aussi de l'appliquer pour raisonner et agir sur sa propre santé. Pour les personnes avec une déficience intellectuelle, les difficultés d'apprentissage entraînent des difficultés ou une absence d'apprentissage du langage écrit, mais les difficultés peuvent aussi concerner le langage oral, avec des personnes qui sont peu ou pas verbales ou qui possèdent des capacités verbales dites fonctionnelles, c'est-à-dire qui peuvent s'exprimer dans des situations quotidiennes et habituelles, mais peinent à exprimer leurs pensées dans des situations nouvelles et ou complexes, donc quand il y a un nombre important d'informations à traiter. Les informations vont donc devoir être données avec une attention spécifique au format et au contenu, afin de permettre à ces personnes d'exercer une certaine littératie en santé et de pouvoir s'approprier l'information afin de pouvoir raisonner et agir dans le cadre de leur santé. Le biais d'acquiescement représente un autre obstacle à l'obtention du consentement éclairé. Celui-ci se traduit par une tendance à être d'accord ou à répondre par l'affirmative à des propositions ou à des questions, indépendamment de leur contenu ou de la position de la personne sur celui-ci. La littérature disponible à ce sujet montre que l'acquiescement survient principalement lorsque la réponse n'est pas connue, lorsque la question est ambiguë, et lorsque la personne passe moins de temps ou consacre moins d'efforts à considérer la question. Et ceci n'est bien évidemment pas limité au contexte de la déficience intellectuelle, car ce biais apparaît également dans une moindre mesure dans la population générale. Le biais d'acquiescement est le résultat d'une interaction entre les compétences cognitives, la puissance interrogative des questions, c'est-à-dire la place réelle laissée à la réponse, et les relations sociales entre le professionnel et la personne. Lorsqu'une personne a reçu le diagnostic de déficience intellectuelle, les professionnels qui la côtoient peuvent avoir tendance de façon involontaire à considérer l'ensemble de ces comportements comme étant expliqués par ce premier diagnostic, ce qui laisse de côté les tentatives de compréhension à travers des prismes diagnostiques complémentaires, dont la présence de maladies mentales comme les troubles du spectre de la schizophrénie. Il s'agit d'un phénomène répandu et connu sous le terme d'overshadowing, traduit par le masquage diagnostique en français. Il s'agit là aussi d'un obstacle à l'obtention du consentement éclairé, notamment dans le cadre d'examens complémentaires ou de l'introduction d'une médication. Finalement,
Les mesures de protection judiciaire jettent également un flou sur l'obtention du consentement éclairé qui peut représenter un frein à l'obtention de celui-ci. Il est vrai que certaines personnes avec déficience intellectuelle sont soumises à une mesure de protection judiciaire. Cependant, le législateur, dans la loi du 17 mars 2013, a bien distingué la protection des biens et la protection de la personne. Il en résulte que la personne peut rester tout à fait capable et considérée comme telle de donner son consentement éclairé pour l'exercice des droits du patient. En dehors de ces mesures, la loi sur les droits du patient stipule que si la personne est majeure et qu'elle n'est pas capable de donner un consentement éclairé, ce droit peut être exercé en cascade par une série de personnes. Ça peut être la personne désignée par le patient lui-même et donc choisie par le patient lui-même. À défaut, il peut s'agir de l'administrateur de la personne après autorisation du juge de paix. Si aucun administrateur n'a été désigné, il convient de se référer à l'époux cohabitant, partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait. Viennent ensuite, dans cet ordre, un enfant majeur, un parent, un frère ou une sœur majeure du patient. Enfin, si on ne parvient pas à identifier ces personnes, il s'agira alors du praticien professionnel qui exercera le droit du patient. La loi ajoute ceci. Le cas échéant, dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire qui veille aux intérêts du patient. Au regard de ces différents éléments, les professionnels de la santé peuvent être amenés à penser que le consentement de la personne avec déficience intellectuelle n'a par défaut pas de valeur légale et qu'il est indispensable de recueillir le consentement d'un tiers. Ce qui est une croyance, au moins partiellement, erronée et contrevenant à des cadres légaux plus généraux comme les droits du patient. En dépit de ces obstacles, le droit à l'information et au consentement reste acquis et est rendu possible par différents éléments, notamment les efforts concertés et l'attention portée à la question de la littératie en santé, qui peut se faire à travers le design universel, qui préconise la prise en compte des besoins de toute personne, indépendamment de leur genre, de leur âge ou de la situation handicapante. Cela amène donc à une meilleure intégration et acceptation sociale. Même si la personne présente un délai dans le développement cognitif, adaptatif et socio-émotionnel, ses attendus, ses motivations sont liées à un statut psychosocial d'adulte. Dès lors, elle s'attend à être informée sur sa santé et à ce qu'on s'adresse à elle directement, à pouvoir bénéficier également de l'appui d'un proche ou d'un professionnel pour s'exprimer, mais qu'on lui demande son accord au préalable. De nombreuses ressources existent pour faciliter la communication avec les personnes ayant une déficience intellectuelle, notamment les agendas de santé, les supports en facile à lire et à comprendre. Néanmoins, viser des soins de santé inclusifs est une question systémique et de nombreux paramètres devraient encore être appréhendés afin de développer les ressources les plus adéquates pour les professionnels et les patients. Pour terminer, nous souhaitons vous solliciter pour répondre à une enquête en ligne menée par notre service qui vise à mieux comprendre les pratiques d'accompagnement des publics vulnérables dans les soins de santé dits ordinaires. Nous comptons sur votre appui pour nous aider à viser des soins de santé dits ordinaires toujours plus inclusifs pour ces publics vulnérables. Nous vous remercions de nous avoir écoutés pour cette présentation et à bientôt.